Comment avez-vous commencé à faire de la magie? Écoute, moi j'ai commencé lorsque j'étais à l'école secondaire. J'ai commencé à apprendre le monocycle, après ça a été la jonglerie et par la suite j'ai appris la magie. En fait, il y a un des enseignants de mon secondaire 5 qui a fait un spectacle de magie à la fin. J'ai été le voir et j'ai demandé qu'il m'enseigne tout ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Donc je suis magicien depuis ce temps-là. Un peu de style! Et... Hop! Et on ne demande pas les deux jambes en même temps, s'il vous plaît, hein? Bon, maintenant on va tenter le revers. Revers, c'est un coup dans le dos, beaucoup plus difficile à faire dans mon dos. Et... Hop! Yeah! Le pire, revenir. Non, sérieusement, revenir. Déconcentrer l'adversaire. Allez tourner un peu. Mais tant qu'à l'étourdir, on doit l'étourdir davantage, comme ceci. Et attention, la gagne la grande finale. Avec seulement une main. Hop. Yeah! Le tennis est là, monsieur. Merci. Depuis combien de temps vous faites de la magie? Eh boy, depuis 88, donc faut faire le calcul, là, ça fait plus de 30 ans. Comment faites-vous pour apprendre des tours de magie? Comment je fais? Ben maintenant, c'est plus avec des congrès de magiciens. Donc, on se déplace un peu partout dans le monde, on apprend des tours des meilleurs. Il y a beaucoup sur YouTube. Maintenant, il y a de la magie qui est exposée là, donc c'est une belle façon pour vous d'apprendre sur YouTube. Est-ce qu'il y a des tours de magie que c'est vous qui invitez? Que j'ai inventé. Il n'y a plus grand-chose qui s'invente, je trouve, en magie. C'est beaucoup des variantes. Donc, moi, j'ai mes petites variantes à moi, mais j'ai rien de commercialisé en ce sens. J'ai fait un petit quelque chose que j'ai commercialisé pendant la pandémie, qui était un effet, qui n'était pas vraiment un tour de magie, mais c'était pour les spectacles sur Zoom. Donc, moi, je pouvais ajouter des nids, toutes sortes de choses sur les spectateurs. Donc, c'est un peu à la Snapchat, mais pas sur moi, mais sur le spectateur qui venait m'aider. Donc, c'est pas mal la seule chose que j'ai commercialisée. Une baguette magique. C'est pas un marteau. Si tu prends la baguette et que tu me fais bang, 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 tu vas tout casser. Deux petits coups, tac, tac. Regarde ce que ça fait, c'est ah! Non, ça c'est pas de bonbons. Bon. C'est juste pour faire des bonbons, on a failli poigner des bonbons, deux petits coups, tac, tac. Et voyons voir, c'est ah! Un lapin! On a aussi vraiment notre magicien! Qu'est-ce qui est plus difficile en étant un magicien? Le plus difficile, mon Dieu, je dirais que c'est le montage puis le démontage. Surtout pour les gros spectacles. Une fois qu'on a fait 2-3 spectacles dans une journée, tout ramasser le matériel après. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour mon dos à moi, qui vieillit tranquillement. Quelles sont les qualités requises? Les qualités requises pour être un magicien, mon Dieu, il faut être persévérant. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Parce que c'est normal de ne pas réussir du premier coup. L'idée, c'est de réessayer jusqu'à temps qu'on l'ait. Et il faut être aussi patient. Parce qu'il y a bien des magiciens qui veulent tout de suite présenter le tour, mais ils ne sont pas prêts à le faire. Donc là, ils gâchent un petit peu la magie. Donc on essaie d'être le plus patient et le plus persévérant. Est-ce qu'il y a un tour que vous n'avez jamais fait, mais que vous rêvez de faire? Ah oui! Ceux qui connaissent David Copperfield, qui est un grand magicien illusionniste qui est à Vegas presque tout le temps, a fait un numéro qui s'appelle Flying. Donc il partait puis il volait comme ça, un peu partout sur la scène. Il prenait une femme dans ses bras qui volait. C'est un magnifique numéro. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire pour être... Un jeune qui veut devenir magicien, mon Dieu, il faut qu'il apprenne à la base. Donc moi, je lui recommande peut-être d'acheter des livres et de peut-être regarder YouTube. Je vous parlais de YouTube tantôt, c'est une belle façon d'apprendre. C'est juste que quand tu regardes YouTube, tu as toujours les mêmes trucs que tout le monde fait déjà, alors que quand tu vas dans des vieux livres, là, tu vas apprendre des choses que les gens ne font pas nécessairement. Et c'est peut-être là que tu vas trouver quelque chose qui va être le fun pour toi. Comment on fait pour devenir ventriloque?
Ventriloque, ça a été très difficile pour moi. Parce que je te disais qu'il fallait prendre des livres. J'ai essayé d'apprendre avec un livre qui est en anglais et je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Et lorsque j'ai eu un cours qui était en ligne, en vidéo, là, j'ai compris comment placer la bouche, comment placer les trucs. Donc, c'est important des fois d'avoir plus de visuel que de la lecture. Parce que des fois, on comprend pas nécessairement ce qui est fait, alors que le visuel, on voit exactement ce qu'ils font. Alors, il faut répéter. Il y a des voyelles qui sont plus dures à dire que d'autres, donc il faut les pratiquer. Il y a des consonnes qui sont dures. Les B, les P, les T, c'est plus dur à faire. Donc, mais il y a des trucs pour arriver à le faire. Ouais! Et une troisième fois, bravo petit chien! Quel entraînement vous avez fait avec Virgule pour qu'il soit si bon? Mais Virgule, c'est mon troisième. Je vous ai montré Willow tantôt, qui est mon quatrième à venir. La meilleure façon d'entraîner un chien, c'est avec le clicker. Donc, c'est une petite boîte. La mienne est noire, mais la couleur n'est pas importante. Puis, tu as un petit bouton au centre, un bouton poussoir qui fait un clic-clic. Et c'est comme ça qu'on arrive à leur enseigner à jouer du piano, par contre. Donc, tu mets un piano, et dès qu'il commence à s'approcher du piano, tu cliques. Donc, lui, il sait quand il y a un clic, il y a un nanan. Donc, tu cliques, nanan, clic, nanan, clic, nanan. Après, tu mets le piano, puis là, tu attends. Fait que là, dès qu'il s'avance du piano, tu cliques. Et à un moment donné, ben, tu cliques plus parce que c'est plus ça que tu veux. Tu veux qu'il fasse quelque chose de plus. Donc, il va s'approcher plus proche puis il va donner un coup sur le piano. Donc là, tu cliques. Donc là, tu payes, cliques, il touche. Puis à un moment donné, ben, là, tu attends parce qu'il n'y a pas une note encore. Dès qu'il touche une note, là, c'est le party. Là, il y a bien des récompenses, on clique. Et à chaque fois, il va aller puis il va faire bing, 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 bing. Puis ça prend peut-être 15 minutes à leur enseigner aux chiens à jouer du piano. Mais c'est avec le clicker. Il faut vraiment que tu sois précis sur le clicker. Et la meilleure façon d'entraîner le clicker, tu sais c'est comment? C'est avec un autre de tes amis qui fait le chien. Donc, tu essaies d'y faire décrocher le téléphone sans lui dire qu'il faut qu'il aille décrocher le téléphone, juste avec le clic. Tu vas voir comment tu n'es pas précis et comment il comprend rien. Donc, il faut vraiment que tu t'entraînes à être très précis pour que lui arrive à comprendre. Et quand l'équipe travaille bien ensemble, là, ça va très vite. Allô, moi je m'appelle Bosco et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet de la musique sur la mémoire. Bon, premièrement, ça atteint les personnes d'Alzheimer. Donc, vous savez c'est quoi Alzheimer, j'espère? Donc, les personnes, ils se souviennent pas nécessairement de leur nom, mais ils peuvent se souvenir d'une chanson par cœur qu'ils ont entendue quand ils étaient petits. Ça atteint aussi les personnes atteintes de Parkinson, donc ils marchent pas nécessairement droit. Mais avec le rythme d'une musique, ils peuvent marcher droit. Ça aussi fait quand tu écoutes de la bonne musique, ça met la dopamine sur ton cerveau, donc le bonheur. Une affaire intéressante que j'ai vue dans une vidéo, c'est il y avait un vieux monsieur qui n'était pas capable de répondre à des questions simples comme « Comment ça va? » Juste des questions très simples. Il avait toujours la tête baissée. Puis lorsqu'on lui mettait de la musique, sa tête s'est levée, puis il répondait à toutes les questions qu'on lui demandait, puis il n'arrêtait pas de parler. Une des questions qu'on s'est posées pendant la recherche, c'est est-ce que la musique peut aider lors de l'étude? On est arrivé à la conclusion que la musique peut avoir un effet pour la concentration. Ça peut bloquer des sons dans un environnement bruyant. Par exemple, il y a des autos qui passent, plein d'affaires comme ça. Ça va bloquer ce son-là. Ça va aider la concentration et donc la mémorisation. Bon, la musique aussi, ça affecte la réussite scolaire. Donc, par exemple, si tu écoutes de la musique en anglais, ça peut t'aider à parler en anglais. Ça peut aussi t'aider à avoir en musique aussi. Une autre affaire intéressante, c'est il y a une personne que je connais faisait du codage, mettait toujours la même musique, sa musique préférée, il y a quelques années. Puis récemment, ils ont mis la même musique, puis ils se rappelaient de tous les codes qu'ils ont fait pendant qu'ils mettaient cette musique-là il y a 3 ans. Donc, ça prouve que ça peut vraiment avoir un effet pour se rappeler de qu'est-ce qu'on faisait pendant qu'on écoutait la musique. Donc, finalement, pour la conclusion, si vos parents vous ont dit tout le temps de ne pas écouter trop de musique, c'est bon. Bon, aujourd'hui, on va vous parler des rêves, puis d'où est-ce qu'ils se situent dans notre cycle du sommeil, dans le fond.
notre cycle de sommeil, on peut l'avoir 4 à 5 fois par nuit, dépendant de combien de temps tu dors. Il y a 5 phases dans notre cycle du sommeil. La première phase, c'est l'endormissement. Donc, c'est environ 5 à 10 minutes. Et c'est là où que les ondes électriques, d'une demi-seconde, ils viennent du cerveau et ils vont vers le cortex cérébral, qui est une couche par-dessus le cerveau, qui est le site du langage et de la conscience. Après, il y a la phase 2, qui est le sommeil léger et la sauvegarde cérébrale. Donc, durant la journée, toutes les informations qu'on a recueillies, ça va trier et comme notre système digestif va trier nos nutriments, donc il va garder les bonnes informations et les mauvaises, il va les rejeter, il ne va pas s'en souvenir. Donc, par la suite, nous avons la phase 3 et 4 du sommeil. Dans le fond, ça va être où est-ce que nos cellules, nos hormones de croissance vont être nécessaires pour la croissance de nos os et de nos muscles. Donc, ça va être le moment où est-ce que, dans le fond, nos cheveux vont pousser, on va grandir, nos ongles. Ça va être à ce moment-là où est-ce que ça va être le plus important. Ça va être là que ça va arriver, dans le fond. C'est aussi le moment où est-ce que, quand tu vas être dans ton sommeil, si quelqu'un te réveille pendant ces 25 à 30 minutes-là, tu vas te sentir désorienté, tu vas être perdu dans ton... Tu pourras même pas... Tu n'arriveras même plus à faire des gestes. Tu seras vraiment perdu. Fait que c'est pour ça, des fois, le matin, quand on dit se lever du mauvais pied, ben c'est que tu t'es pas réveillé dans la bonne phase du sommeil. Si tu te réveilles dans la phase 3 et 4, tu n'auras même pas envie de te lever, tu vas juste être désorienté, clairement. Puis si tu te réveilles dans la 5, ben ça va être le moment où est-ce qu'il faut que tu te réveilles, donc tu vas être de bonne humeur, tu te lèves du bon pied, dans le fond. Puis, je vais vous parler plus profondément du sommeil paradoxal parce que c'est là où est-ce que les rêves, on s'en rappelle, dans le fond. Donc, c'est là que tous les rêves qu'on va dire « Ah, j'ai rêvé de ça », bien, c'est là qu'on les a rêvés, dans le fond. Parce qu'on peut rêver dans les autres, mais c'est lui le principal où est-ce qu'on rêve. Donc, dans le fond, ça dure environ 1/5 de notre sommeil total. Puis, notre température interne va être au plus bas, puis notre rythme cardiaque va accélérer. Donc, souvent, on va être froid quand on va rêver. On va être plus froid. Le sommeil paradoxal est aussi contrôlé par le système limbique, le foyer des pulsions sexuelles, puis de la peur, de l'agressivité et de la joie. Il y a aussi nos globes oculaires qui vont énormément bouger lorsqu'on va rêver. Donc, c'est impressionnant d'avoir un globe oculaire qui rêve. C'est vraiment, ça bouge dans tous les sens. Là. C'est vraiment, notre cerveau est vraiment concentré à rêver. Il voit des images, puis pour vrai, c'est vraiment cool. Puis pendant qu'on rêve, on est aussi en paralysie. Donc, on ne bouge pas. Souvent, on va dire « Ah oui, moi, pendant la nuit, j'ai dormi, j'ai bougé beaucoup. » Mais pendant cette phase-là, tu ne bouges pas. Tu es en paralysie complète. Il y a aussi, sommes-nous capables de contrôler nos rêves? Ça, c'est vraiment impressionnant parce que ça s'appelle un rêve lucide. Puis ce rêve-là, c'est quand tu te rends compte que tu es en train de rêver, dans le fond. Tu es dans ton rêve et tu te dis « Oh mon Dieu, je suis dans un rêve, je peux faire ce que je veux. » Fait que c'est vraiment impressionnant. Tout le monde peut le faire, mais c'est plus compliqué. Il faut avoir une certaine technique, une certaine récurrence. Puis quand tu es... une technique pour réussir à en faire, dans le fond, c'est que pendant ta journée, tu te répètes « Est-ce que je suis dans un rêve? Est-ce que je suis dans un rêve? » à peu près 10 à 15 fois. Puis, quand tu vas être dans ton rêve, ton cerveau va le faire tout seul, puis il va le répéter pendant que tu es dans ton rêve. Puis, c'est là que tu vas vraiment te rendre compte « Oh mon Dieu, je suis dans mon rêve. » Puis là, tu peux faire ce que tu veux. Là. Tu peux aller faire une croisière, tu peux aller faire... Fait que ça, c'est vraiment une chose à tester dans sa vie. C'est vraiment quelque chose de vraiment cool. Donc, c'est à peu près ça. Je passe le micro à Corinne. Donc, je vais vous parler du capteur du rêve. Donc, le capteur du rêve, il attire et il attrape ensuite les mauvais rêves dans son filet. Et les beaux et les bonnes pensées, il va les laisser glisser le long des plumes pour descendre sur la tête du dormeur. Donc, ça va lui donner des bonnes pensées, des beaux rêves. C'est aussi une légende, dans le fond. En fait, ça, on peut pas le prouver scientifiquement, mais c'est une légende. Les gens qui ont un capteur de rêve, techniquement, croient à ça, puis que le rêve passe dans la plume. Fait qu'on peut pas le prouver scientifiquement, mais on trouvait ça intéressant de vous le préciser. Pourquoi on rêve? Bien, le rêve, c'est un état du cerveau, tout comme le sommeil et le réveil. Le rêve est essentiel pour nous aider à gérer les émotions. Donc, durant la journée, on a plusieurs émotions, donc la tristesse, la joie, la colère. Bien, ça va les rêves vont avoir rapport à nos émotions. C'est aussi un régulateur de notre équilibre émotionnel. Bon, ça, c'est un sujet un peu plus sensible, mais
c'est les érections la nuit chez les hommes. Parce qu'on pense souvent que les hommes se réveillent avec une érection, oui, certes, mais il y en a plusieurs durant la nuit. Il y en a environ 3 à 5. C'est vraiment impressionnant. On a fait beaucoup de recherches là-dessus parce qu'on n'était pas tout à fait sûr de cette information. Puis ça dure entre 15 et 40 minutes. Puis c'est à chaque fois que vous allez rêver. Dans le fond, quand vous rêvez, vous êtes en érection. C'est un peu spécial, là, mais c'est ça. Pourquoi le cerveau fait des cauchemars? Donc, notre cerveau, il va prendre nos informations, il va les trier. Bien, notre cerveau, il va aussi prendre nos peurs qu'on a eues durant la journée, puis il va faire un cauchemar qui nous aide à oublier notre peur. Donc, on fait un cauchemar, puis on oublie nos peurs en même temps. Fait on n'aura plus cette peur en dedans de nous. Bien, aujourd'hui, on va vous parler de la durée de vie des chiens. En fait, un petit chien vit en moyenne de 16 à 18 ans et s'il est en bonne santé, il peut vivre jusqu'à 20 ans. Les gros chiens, par exemple, ils vivent de 10 à 12 ans. Le chien qui vit le plus longtemps est le chihuahua, avec une espérance de vie de 12 à 20 ans. Le chien, malheureusement, qui vit le moins longtemps, c'est le bulldog français, avec une espérance de vie de 4 à 5 ans. Le record Guinness appartient à Bobby, un rafeiro d'Alentejo au Portugal, qui a vécu jusqu'à 30 ans et 266 jours. Il est encore en vie. C'est le chien le plus vieux au monde. La cause de cela, que les gros chiens vivent moins longtemps, c'est les radicaux libres. Dans le fond, les radicaux libres, c'est des molécules instables ou endommagées. Quand une molécule perd un électron, ça devient un radical libre. Les radicaux libres vont former une certaine rouille dans le corps du chien, puis ça va faire en sorte qu'il va vieillir plus vite. Dans le fond, plus le chien grandit, plus il va former des radicaux libres dans son corps. Fait que les gros chiens, généralement, ils auront plus de radicaux libres, fait qu'ils vont vieillir plus vite. Ça peut également créer des maladies graves comme des maladies cardiaques, des cancers, de l'arthrite et des trucs comme ça. On peut guérir les radicaux libres avec la vitamine E. La vitamine E, ça peut renforcer le système immunitaire, ça peut améliorer la santé cardiaque, oxygéner le sang et ça va réduire la quantité de radicaux formés dans le corps du chien généralement. Alors, on retrouve la vitamine E dans le régime alimentaire du chien, généralement dans le poisson, il en a souvent, dans le brocoli, les carottes, l'huile végétale comme l'huile de coco, l'huile d'olive. Puis si c'est pas assez de vitamine E pour le chien, il peut également avoir des suppléments de vitamine E. Mais pour en avoir, il faut demander au vétérinaire d'abord pour qu'il puisse calculer le dosage qu'il faut, puis la fréquence nécessaire pour dépendamment du chien. Puis parce que si le dosage n'est pas contrôlé, ça peut affecter la coagulation du sang. Ça peut être très dangereux, fait que c'est pas mieux pour le chien de mourir de ça que de mourir de vieillesse. Fait que c'est pourquoi les gros chiens meurent plus vite que les petits chiens. Dans le fond, notre sujet, c'est l'hélium. Est-ce que vous en savez sur l'hélium? Je sais que quand on en aspire, ça change de voix. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi? Non? Dans le fond, quand on parle, nos cordes vocales ils bougent normalement, mais quand on aspire de l'hélium et qu'on parle, notre voix devient plus aiguë parce que nos cordes vocales bougent 3 fois plus vite. Fait que notre voix devient 3 fois plus aiguë. Puis savez-vous qu'il y a des effets secondaires à ça? Non, c'est pas bon d'en aspirer. Mais dans le fond, comme effet secondaire, il y a l'asphyxie, des malaises, des maux de tête, des crampes abdominales, puis pour une consommation vraiment abusée, ça peut aller jusqu'à la mort. Aussi, le gaz est 7 fois plus léger que l'air. Donc ça, c'est une présentation de juste de l'air. Ça descend vraiment rapidement jusqu'au sol. Puis ça, c'est la présentation de l'hélium. Donc, étant donné que c'est vraiment plus léger, 7 fois plus léger, ben ça peut monter, ben ça, comme ça flotte. Ben, ce gaz-là, il est exporté ben, du nord ou vraiment du sud. Ça vient de grottes ou de mines de diamants. Ils le mettent dans les bonbons comme ça, puis ben, ils les exportent jusqu'au Canada. Il y en a-tu beaucoup là-dedans? Ben, il y en a plus. Là. Il y en a beaucoup parce qu'on a on les a gonflés. Puis bientôt,
l'hélium, on ne va plus en acheter parce qu'elle s'en est de plus en plus chère, parce qu'elle est de plus en plus dure à trouver, qu'il y en a de moins en moins. Puis bientôt, il ne va plus en avoir du tout parce qu'on en utilise beaucoup. Là. Salut, moi c'est Olivier. Moi, Logan. Aujourd'hui, on va vous parler des PET qui se nomment les flatulences. Fait que, dans le fond, un PET, c'est constitué de, non un gaz, mais de 6 différents qui sont le sulfure d'hydrogène, l'oxygène, le méthane, l'hydrogène, l'azote et le carbone. Le sulfure d'hydrogène est le gaz qui a la particularité de sentir le fruit. D'après toi, est-ce que péter, c'est bon pour la santé? J'imagine. En réalité, péter, c'est bon pour l'organisme parce que ça fait en sorte que tu te digères bien. Certains produits comestibles sont plus susceptibles de faire péter que d'autres. Comme certains légumes, comme les oignons, les haricots, le chou, l'artichaut, le brocoli, les radis, le poivron et les céleris. Certains fruits, les produits laitiers et les fast-foods. Quand on était jeune, on s'est souvent fait dire que l'homme pétait plus que la femme, mais est-ce que c'est vrai? Je dirais oui. En réalité, non, parce qu'un humain pète en réalité 14 fois dans une journée et la femme pète environ 30% de plus qu'un homme. Ce qui cause le bruit du PET, c'est la pression à la sortie de l'anus qui cause une vibration qui ensuite engendre un certain son qu'on connaît tous. Savais-tu? Des chercheurs de l'Université d'Exeter ont découvert que le gaz qui provoque un PET, l'odeur d'un PET, est en réalité très bon pour l'organisme. Puis là, tu peux faire ton vrai ou faux. On a un petit vrai ou faux, là, c'est les hommes pètent plus que les femmes, selon toi. Exactement. Le pain fait péter. Exact. Le PET doit absolument sentir mauvais. Ouais. Puis le PET est un gaz. C'est pas un gaz, mais bien 6 différents. Ah! Bonjour, on va vous montrer comment faire de la lumière avec des patates et des citrons, mais avant de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pour commencer avec les citrons, plus il y a de jus à l'intérieur, plus la puissance d'énergie est élevée. Les citrons contiennent en moyenne 1 volt par citron. Donc une lumière comme celle-ci contient je sais pas comment dire, mais peut avoir environ 3 volts minimum. Donc avec les citrons, ça nous en prend environ 3 pour l'allumer. Pour ce qui est des patates, eh bien l'amidon qu'elle contient, ben, ça permet de transporter les électrons, donc faire une charge électrique. On doit mettre des fils conducteurs comme ceux-ci dans l'intérieur pour faire circuler les électrons qui sortent des patates. Puis avec les fils, ça fait un circuit électrique. Un circuit électrique, si on met une ampoule à l'intérieur, ça va créer une résistance. Donc l'ampoule va s'allumer à cause de la charge qu'elle va recevoir. Les patates, c'est comme les citrons, on mesure 1 volt à l'intérieur. Et ça en prend 3 pour en allumer une petite lumière comme ça. En fait, les citrons sont comme des batteries. C'est parce que les patates et les citrons, les batteries, ils font une réaction chimique à la recharge. Parce que les électrons, ils passent d'un pôle négatif à un pôle positif. Dans notre circuit, le pôle négatif, c'est le clou en zinc. Le pôle positif, c'est la pièce de cuivre. On va vous montrer le circuit. Il faut tourner les patates pour pouvoir aller l'amidon ou le jus pour les citrons des deux côtés parce que c'est là que ça sera le plus concentré. Ensuite, il faut mettre le clou en zinc d'un côté puis la pièce de cuivre de l'autre. On répète ça à chacun des patates. Fait que là, ça fait en sorte que chaque chose se répète. Et voilà. Et là, ça l'allume. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des rêves et des cauchemars. Donc, il y a plein de questions qu'on pourrait se parler sur ce sujet vu que c'est large. Mais avec ma coéquipière, aujourd'hui, nous allons questionner quels sont les cauchemars entre les rêves et les cauchemars. Bon, premièrement, les cauchemars, c'est l'inverse des rêves, effectivement, bien sûr. Aussi, les cauchemars sont souvent causés par le stress, les traumatismes, les contraintes, certains médicaments, et c'est pas mal ça. Aussi, savez-vous qu'il y a 85% des adultes qui font des cauchemars occasionnellement et que le moment dans notre vie auquel on fait le plus de cauchemars est vers notre âge de 10 ans car on a peur de perdre nos parents. Malgré
qui sont malencontreux. Ils nous servent quand même à réorganiser nos émotions, nous aider à éviter de faire des dégâts et des bêtises. Et aussi, souvent, ils sont comme la représentation de notre passé, parce que parfois il était sensible, tout comme de notre futur et notre présent. Maintenant, nous allons parler des rêves. À votre avis, on fait combien de rêves par nuit? Non, malheureusement, c'est de 4 à 6. Oui. Mais pour nous, en couleur, il y a 12% de la population qui font des rêves en noir et blanc. Et la plupart, c'est des personnes âgées, car justement, ils ont vécu avec la technologie plutôt noir et blanc, non les couleurs. Donc, c'est pour cette raison. Les rêves nous servent à consolider les souvenirs, à comprendre les autres. Et c'est pas mal ça. Anticiper et affronter les menaces et aussi gérer les émotions. Maintenant, nous allons passer à la conclusion. Quels sont les points communs entre les rêves et les cauchemars? Oui, il y en a. Il y a le rêve lucide. En fait, le rêve lucide, si vous ne savez pas, c'est un rêve qui a l'air tellement réaliste que parfois on ne sait pas si c'est un rêve ou c'est la réalité. Et on arrive à le contrôler. Donc on peut en faire autant dans les rêves que dans les cauchemars. Aussi le sommeil paradoxal qui est la dernière phase de notre sommeil. Que ça, c'est si le lendemain matin tu te rappelles de ton rêve ou de ton cauchemar, ça c'est produit dans le sommeil paradoxal. Donc tu peux faire des cauchemars et des rêves dans ton sommeil paradoxal. Et aussi les rêves et les cauchemars peuvent avoir des émotions fortes, tout comme peuvent en avoir des plus faibles. Et pour finir, comme les rêves et les cauchemars, on peut rêver en noir et blanc.